Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc ça fait plaisir de se retrouver, d'autant qu'il y a plein de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo et sur lesquelles il faut qu'on revienne tous ensemble parce qu'il s'en est passé des choses. Il y a les matchs, évidemment, les deux victoires contre Charlotte et Toronto. Il y a les belles performances de Lonzo Ball, entre autres, que j'ai envie de mettre en avant. Il y a la blessure de Josh Giddey, malheureusement. Et il y a aussi, depuis cette nuit, une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur sur un éventuel trade de Zach LaVine. Donc on va aussi aborder ça et voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais donc les matchs, on va commencer par les matchs. Donc c'était les deux matchs qui nous avaient été ajoutés au calendrier après notre élimination en NBA Cup, à savoir donc la réception de Charlotte le vendredi 13 et le déplacement à Toronto le dimanche 16. Le lundi 16, pardon. Charlotte, on les a reçus, donc il leur manquait la Melo Ball. Et nous, on avait Vucevic qui était absent car malade pour ce match-là et Terry qui avait ses soucis au genou. Mais on récupérait Patrick Williams et on en avait déjà parlé dans la dernière vidéo. Il montait en puissance pendant les quelques jours qui précédaient ce match parce qu'on avait eu l'occasion d'enchaîner les entraînements. On n'avait pas de match pendant 4 jours de suite. Et il avait une limite en termes de temps de jeu entre 20 et 24 minutes. Il était remplaçant sur ce match-là, même avec Vooch absent. C'est Jalen Smith qui a débuté. Et ensuite, on a été à Toronto 3 jours plus tard où il manquait Scotty Barnes et nous on a récupéré Vooch. Mais cette fois-ci, c'est Zach LaVine qui n'a pas joué parce qu'il avait des soucis au dos qui ont déjà commencé à se faire ressentir face à Charlotte. Au final, c'est 2 victoires euh, contre des équipes de bas de tableau qui sont largement en dessous de nous et à qui il manquait des joueurs importants. Donc on l'a dit, il a Melo Ball d'un côté, Scotty Barnes de l'autre. Et en fait, toutes nos dernières victoires sont un petit peu comme ça, si tu regardes bien, parce que Brooklyn, pareil, il leur manquait la moitié de leur équipe. On a battu San Antonio à qui il manquait Wembanyama. Donc, toutes ces dernières victoires qu'on a engrangées, il y en a quelques-unes quand même sur les dernières semaines, c'est des victoires qui sont assez logiques, où on affronte une équipe plus faible et qui en plus est encore plus diminuée parce qu'il leur manque du monde, et on fait le taf en fait. On ne tombe pas dans le piège, et ça c'est plutôt une bonne chose, de se dire, ah c'est bon, il leur manque leur méga star, ils sont nuls, ils ont perdu 5, 6, 7 matchs de suite, ça va le faire. Tu vois, on reste concentré, on reste appliqué. Un peu moins le match contre Toronto, parce que ça s'est joué sur la toute fin. Mais les autres, on les a quand même plutôt bien gérés et on est allé récupérer ces victoires-là. Après, pour tout ce qui est impact sur le classement et la course au pic de draft, je ne vais pas redévelopper ce que j'ai déjà dit sur les dernières vidéos. On aura le temps de voir ça plus tard. Il y a encore plein de matchs. Il y a encore un gros calendrier qui arrive en plus là, avant de terminer l'année 2024. Donc, on a le temps. On a le temps de voir ça. On reviendra sur ça plus tard. Mais pour revenir sur les matchs en eux-mêmes, en vrai, Charlotte, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un match qui est rentré dans l'histoire parce que pour un record assez triste et assez dégueulasse, puisque les Bulls et les Hornets sur ce match-là ont cumulé 22 sur 97 à 3 points. C'est-à-dire qu'on a vu 75 briques derrière l'arc en 48 minutes. C'est tout simplement dégueulasse. C'est tout simplement un record NBA. Donc voilà, 14 sur 51 pour les Bulls, 8 sur 46 pour Charlotte. Donc un grand bravo à tous les maçons qui ont balancé du parpaing toute la soirée, hein. Je nomme Patrick Williams 0 sur 5, Kobe White 2 sur 9, Matas Bouzelis 1 sur 5, Lonzo Ball 1 sur 4, Jalen Smith 1 sur 5. Côté Hornets, tu as Miller à 3 sur 15, Bridges à 0 sur 6, Misic à 1 sur 7, 1 sur 5 pour Green et Martin. Donc voilà, bravo à vous tous. On a construit des belles baraques avec toutes ces briques, tous ces parpaings, donc ça fait plaisir. C'est du logement pour les gens qui en ont besoin. Euh, Autrement, tu veux dire quoi d'autre sur ce match? À part que ouais, j'ai bien aimé Jalen Smith qui était donc titulaire à la place de Vooch et qui a fait un match de qualité, pas niveau adresse, hein, 3 sur 10 au shoot et 1 sur 5 à 3 points, on l'a dit. Mais voilà, il a fait du bon taf sous les deux cercles, 11 points, 11 rebonds, 5 contre, bien actif. Voilà, grosse énergie, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire avec Jalen Smith, hein. Encore une fois, moi, depuis le moment où il était annoncé libre par les Pacers, j'ai dit il fallait qu'on le prenne. On l'a pris 3 jours plus tard et
Et depuis, bah, à aucun moment, je me suis dit, on a vraiment fait une connerie. Non, Jalen Smith, il est top, il est là, il est régulier, il fait son taf, il rentre ses 3 points la plupart du temps. Il fait le taf défensivement, il va chercher des rebonds. Ah, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est dans la lignée de ce que je le voyais faire à Indiana et qui m'a fait dire qu'il fallait qu'on le prenne. Donc, moi, je kiffe Jalen Smith. Donc, pourvu que ça continue comme ça, tout simplement, qu'il n'y ait pas de blessure. Ayo a été une fois de plus très très propre, très efficace, 19 points à 8 sur 12, 3 sur 6 à 3 points. Voilà, il a remporté ses match-ups, il a fait le taf défensivement, il a été très bon. Josh Giddey aussi a fait des belles choses défensivement sur ce match-là, je l'ai trouvé très très actif, euh, bien impliqué. Et puis de l'autre côté, bah, il a continué à donner des caviars comme il fait d'habitude. Il a frôlé le triple-double avec 17 points, 9 rebonds, 7 passes. On a vu des séquences sympas défensivement avec Matas, avec Phillips aussi, que j'ai trouvé intéressant. Mais voilà, après, en termes du match en lui-même, voilà, tu peux sortir deux trois performances individuelles, mais après le match en lui-même, il n'y a franchement pas grand chose sur lesquelles il faut insister, quoi. C'est plus un truc qu'il faut mieux oublier assez vite. Après, Toronto, 3 jours plus tard, c'était un peu plus disputé et équilibré, mine de rien. Des gros absents de chaque côté, comme on l'a dit, il manquait Zach LaVine pour les Bulls, il manquait Scotty Barnes pour Toronto, entre autres. Euh, mais après, c'est un match que Chicago a globalement, je vais pas dire dominé, mais était un petit peu au-dessus, a fait les bons efforts. On était devant quasiment tout le match. Même si Toronto a fait des bons efforts aussi, hein, surtout dans le deuxième quart-temps, on a vu pas mal de bonnes séquences défensives. Ils ont coupé des lignes de passe, ils nous ont bousculé au rebond. Parfois, on semblait, comme souvent, un peu trop passif, un peu trop naïf sur certains hustle plays. Il y a eu une action où j'ai failli péter un truc, c'est Patrick Williams. Il y a un shoot loupé de Toronto. Patrick Williams, il saute et il veut récupérer le rebond à une main. Genre, je suis capable, je la prends à une main. Sauf qu'il fait ça, il regarde pas ce qui se passe autour. Gradedick, boum, il arrive, lui chope la balle des mains. Je fais, qu'est-ce que tu fais, tête de con? Regarde, sécurise ton rebond. Putain, déjà que t'en prends pas beaucoup. Si en plus les rares fois où t'en prends un, tu te le fais choper parce que t'as voulu le prendre à une main, oh, sans déconner, sans déconner. Mais bref, voilà, cette action m'a gonflé. Mais bref, euh, on était devant quasiment tout le match. On a pris 10, 12, 13, 16 points d'avance, je crois, c'était le max. Mais on les a jamais tués, on n'a jamais tué le match, on les a jamais vraiment foutus loin, loin, loin. Et donc ils ont fini par en profiter et par revenir un petit peu. Dans le quatrième quart-temps, ils étaient très très bons. Ils ont fait énormément de hustle play. Gradedick, il a été monumental avec ses déplacements sans ballon, ses cuts, son activité, ses attaques du cercle. RJ Barrett aussi, il a rentré des gros shoots et du coup ils ont pris confiance au fil des minutes. Et défensivement, une fois encore, on a fait n'importe quoi. On a été à la rue une grande partie de cette fin de match. Euh, Malgré, tu vois, il y a eu des bons efforts défensivement dans le match quand même. Il y a eu Jalen Smith, il y a eu Phillips, il y a eu Josh Giddey encore une fois. Mais sur l'ensemble, il y a encore des gros manques. On est mal placé. Kobe White, c'est n'importe quoi, honnêtement. C'est n'importe quoi, Kobe White en ce moment. C'est terrible, c'est terrible. Parce que ouais, ça commence à durer, ça commence à faire beaucoup. C'est pas deux trois matchs où il est moins bien. Là, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc il va falloir se pencher sur ça à un moment donné aussi. Mais enfin bref, pour revenir sur le match, Toronto revient. Et nous, tu as l'impression qu'on panique. Et justement, Kobe White, sur les dernières actions, il y a beaucoup de choix qui sont très très compliqués. Il y a des shoots, qu'est-ce que c'est que ce turnaround jumper dégueulasse? Il y a des passes précipitées. On prend des shoots affreux. Et Toronto, bah, du coup, finit par revenir jusqu'à un point avant que Lonzo Ball prenne le contrôle, calme un peu tout le monde. Fait les bons plays au bon moment, ralentit un peu, fait, allez les gars, là on se calme, laissez, je vais gérer. Il met 3 points au tout début de la dernière minute de jeu, et derrière, on arrive à s'assurer ça avec quand même quelques frayeurs. Talen Horton-Tucker qui loupe un lancer franc et qui en a loupé beaucoup sur ce match-là. D'ailleurs, je crois qu'il finit à 1 sur 7 au lancer franc, ce qui est quand même astronomiquement dégueulasse. Mais bref, on s'en sort 122, 121 en se faisant des frayeurs jusqu'au bout. On n'aurait pas dû souffrir autant sur ce match-là. Mais au final, on s'impose de justesse. On a quasiment la même adresse parce qu'on fait 43 sur 93 au shoot, donc 46,2%. Eux, ils font 45 sur 92,
donc 48,9. Il y a deux choses qui ont permis aux Bulls de garder le contrôle dans la deuxième mi-temps. C'est seulement 3 ballons perdus, alors qu'on en a perdu 7 dans le deuxième quart-temps. Donc on a été beaucoup mieux dans la deuxième mi-temps, sachant qu'on a perdu Josh Giddey, je vais y revenir. Et les lancers francs, parce qu'en deuxième mi-temps, à la mi-temps, tu es à 4 sur 4 au lancer franc. En deuxième mi-temps, tu fais 18 sur 24. Tu vas beaucoup plus attaquer le cercle, tu vas beaucoup plus provoquer. Et donc voilà, tu as des options différentes pour faire mal à Toronto qui, malgré des bons efforts défensifs, sur les drives, ils ont un peu plus de difficultés et tu n'avais pas vraiment de rim protection, surtout qu'ils perdent Jacob Poeltl aussi, eux, dans le quatrième quart-temps. Donc on a su trouver voilà, d'autres moyens de punir Toronto et ce qui fait aussi la différence sur le match au global, c'est l'adresse à 3 points. Enfin, pas vraiment l'adresse, mais le volume, parce qu'on shoot tous les deux à 35 points, 35% ou autour à 3 points. Mais plus gros volume pour les Bulls, 14 sur 40 contre 9 sur 26 pour Toronto. Et du coup, ça aide à faire la différence sur la fin. Euh, donc voilà, deux victoires sur des équipes plus faibles que nous. Donc assez logique au final. On est à 12-15, je ne vais pas refaire le classement, mais voilà, elles sont ce qu'elles sont. Il y a un calendrier bien plus compliqué qui arrive dans les prochaines semaines et ça va peut-être se remettre un petit peu dans l'ordre pour nous à ce niveau-là. Je voulais revenir sur Lonzo Ball parce que j'ai trouvé que sur ces deux matchs, il a été très très fort. Il a vraiment fait plaisir et le simple fait de le voir sur le parquet, ça fait plaisir déjà. Parce qu'avec tout ce qu'il a traversé pendant 2 ans et demi, toutes les opérations, le travail acharné pour revenir, ne jamais lâcher et dire je vais vous montrer que je peux revenir et que je peux jouer et que je peux être capable d'avoir un impact. Et là en ce moment c'est exactement ce qu'il fait. Lonzo Ball là sur ces deux matchs là, je l'ai trouvé vraiment vraiment bon. Il le dit lui-même, il a encore cette gêne au poignet et c'est pour ça que souvent son geste de shoot n'est pas terminé. Tu vois, il reste pas comme ça à garder le geste, il shoot et tout de suite il rebaisse le bras parce que il y a encore cette gêne au poignet au moment où il shoot et il veut pas l'aggraver parce que déjà dans les matchs bah, il prend des coups dessus défensivement des fois quand tu prends un coup un mec qui drive tu essaies de le contenir tu prends un coup des fois tu chutes tu te maintiens dessus. Donc voilà il a du mal avec ça parce que bah, il veut pas que ça s'aggrave parce que ça peut signifier opération 4 mois d'absence fin de saison peut-être va savoir donc euh, il fait très très attention à ça mais ça l'empêche pas d'être énorme, d'avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Offensivement, il trouve toujours des passes, mais fabuleuses. Là, sur les deux matchs, il a envoyé des alley-oops de folie pour Zach LaVine face au Hornet avec la passe contre la planche. Ça a rappelé des actions qu'on voyait au tout début, quand il venait d'arriver avec DeRozan, avec Caruso, qu'on avait super bien joué jusqu'à ce qu'il se blesse. Et puis, face à Toronto, il y a un alley-oop en transition où il lance la balle pour Talen Horton-Tucker qui l'attrape et la claque en reverse. Même Lonzo Ball était un peu surpris, je pensais pas qu'il était capable de faire ça. Mais le point commun entre ces deux alley-oops qu'il envoie pour Zach LaVine contre Charlotte et pour Talen Horton-Tucker à Toronto, c'est que c'est lui qui les débute. C'est grâce à sa défense au tout début de l'action qu'il lance des contre-attaques et qu'ensuite il lance les alley-oops. Donc voilà, il est impactant des deux côtés. Euh, il, il met du rythme, il est actif, il vient faire les aides à l'intérieur et ensuite il se replace sur son gars, il anticipe et il coupe les lignes de passe, il fait des contests, il y a un match où il a mis 3 contre il me semble, il est un peu partout à la fois et c'est tellement cool de le voir faire ça, de le voir s'éclater lui, parce que tu vois qu'il prend plaisir à faire ça, en plus il adore les bons gestes défensifs et voilà, ça aide l'équipe, ça a un impact important, donc honnêtement c'est vraiment cool de voir Lonzo Ball et j'espère que son souci au poignet va disparaître petit à petit et que voilà, il sera capable de donner sa pleine mesure parce que là, il est pas à 100%. Il a cette retenue, il a cette gêne. Mais si on pouvait avoir un Lonzo Ball à 100% pendant quelques semaines, quelques mois, ce serait vraiment un kiff incroyable. Le souci en face, enfin la sale nouvelle qui contrebalance le truc, c'est Josh Giddey. Et c'est vraiment dommage parce que il était vraiment bon en ce moment. Il s'est tordu la cheville un peu tout seul en fait. Il venait justement faire un contest sur un Gradedick qui prenait un 3 points dans le corner. Et en fait, il se déséquilibre tout seul, il se fait mal. Et en tombant, il fait faute sur Dick qui obtient 3 lancers francs. Et c'est la même blessure. Enfin, c'est pas la même blessure. C'est une blessure à la même cheville que quand il s'était blessé aux Jeux Olympiques dans le quart de finale où ils sont éliminés
La toute dernière action du match, il se fait une fracture de la cheville. Et ensuite, il a été absent et c'est pour ça qu'il n'a pas joué avec les Bulls, avec ses futurs coéquipiers au mois de septembre, avant le début du training camp, pendant que les autres joueurs programmaient des camps entre eux pour développer des automatismes et il n'avait pas pu prendre part à ça. Il avait été surveillé au début du training camp et là, donc c'est au même endroit, c'est sur la même cheville, donc on va espérer que ce soit pas quelque chose de grave parce que ça peut très vite se transformer en 6 semaines, 8 semaines, 2 mois et demi, 3 mois d'absence pour Josh Giddey si c'est vraiment euh, la, la fracture qui s'est réveillée, quoi. Donc j'attendais d'avoir un peu plus de news pour faire la vidéo, mais au final, on n'a pas eu de news hier soir. On attendait, je regardais un peu les insiders à droite à gauche, mais pas de nouvelles. Et c'est pas vraiment rassurant en fait. C'est pas vraiment rassurant de ne pas avoir de nouvelles sur cette cheville droite de Josh Giddey. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'il était excellent. Contre Charlotte, je l'ai trouvé très, très bon, même si l'adresse n'était pas toujours là. Là, contre Toronto, il a fait des super trucs défensivement. Il était impliqué, il faisait des hustle plays. Et justement, c'est en se battant sur un screen en venant faire un close-out qui va se blesser. Il a mis quelques contres. Il faisait enfin voilà, il était là, il était bien placé, il faisait des bonnes choses. Comme j'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos de Josh Giddey, il y a des fois, c'est super ce qu'il fait en défense. Des fois, tu as l'impression que les mecs qui passent à côté, ils s'en foutent complètement. Mais là, sur les derniers matchs, il était vraiment dedans. Et en plus, il était encore pas loin de claquer un triple-double. Il était à 11 points, 10 rebonds, 8 passes. Donc, j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir rapidement, que c'est juste s'il loupe un ou deux matchs, bon voilà, et qu'après il revient bien. Mais si on nous dit que là, il faut qu'il loupe 6 semaines, 8 semaines, ça va être emmerdant quand même. Ça va être emmerdant. D'autant que là, on a un calendrier, donc on va surveiller ce que ça va donner pour Josh Giddey. Mais là, on a un calendrier. Jusqu'ici, c'était cool. On avait pas mal de jours de repos. On affrontait Charlotte, on affrontait Toronto, on affrontait Brooklyn. Il leur manquait plein de monde. C'était bien. Là, jeudi soir, on est à Boston. Samedi soir, on reçoit Boston. Lundi, on reçoit Milwaukee, qui vient de gagner la NBA Cup cette nuit. Donc, bravo à eux. Même si, je dois le dire, la NBA Cup, c'est en train de. C'est pas si mal. C'est pas si mal. C'est pas affreux. C'est pas catastrophique. C'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est pas mal. Ça passe. J'aime bien. Il y a un truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, à Boston, on reçoit Boston. On reçoit Milwaukee. On va à Atlanta le 26 après Noël et on reçoit Milwaukee une nouvelle fois. Donc là, sur les 6 prochains matchs, tu as deux fois les Bucks, tu as deux fois les Celtics. Ça va commencer à devenir un peu plus intéressant quand même. Donc là, en termes d'opposition. Et puis ensuite, tu reçois. Non, tu vas à Charlotte le 30 décembre pour terminer 2024. Mais bon, celui-ci, il est peut-être un peu plus abordable que les autres. Sachant qu'Atlanta, ils sont sur une bonne série aussi. Donc même si c'est des match-ups qui nous conviennent bien, attention au momentum, ce sera toujours compliqué. On va voir ça. Mais là, il faut qu'on parle de Zach LaVine parce que depuis hier soir, il y a une petite rumeur qui grimpe un petit peu plus, qui semble prendre un peu de l'ampleur. Et comme ça vient pas d'insiders un peu foireux à la Jake L. Fisher, mais de personnes un peu plus fiables, je pense qu'il faut y prêter un petit peu attention parce qu'en gros, on a des discussions apparemment qui seraient en cours entre les Bulls et les Denver Nuggets pour Zach LaVine parce que donc le deal ce serait Zach LaVine avec probablement Torrey Craig et en face pour équilibrer les salaires Michael Porter Jr. et Zeke Nagy. Euh, il faut que les Nuggets équilibrent les salaires parce qu'en fait comme ils sont au-dessus du salary cap et au-dessus du premier plafond, le premier apron, le first apron comme ils disent, s'ils font un trade, il faut qu'ils récupèrent au moins autant d'argent. Ils ne peuvent pas récupérer euh, plus en salaire, il faut qu'ils récupèrent autant ou moins. Mais il faut quand même que ça reste équilibré, quoi. Donc voilà, au niveau du salary cap, ça met une mini contrainte. Ce qu'il faut voir, c'est que le contrat de Porter est légèrement inférieur à celui de Zach LaVine. Il touche un peu moins de 36 millions sur la saison en cours. Et il y a encore 2 ans derrière ça, où ça va grimper progressivement et ça va monter jusqu'à 39 pour la dernière année. Zach LaVine, en ce moment, il touche 43 et quelques, et ça va monter jusqu'à 49 sur les 2 saisons suivantes. Donc les deux contrats prennent fin en même temps, dans 2 ans et demi, mais Michael Porter Jr. a 3 ans de moins.
Tandis que Nagy, lui aussi, ça prend fin dans 2 ans et demi. Mais la bonne chose de son côté, c'est que ce serait un contrat dégressif. Il touche 8,8 millions cette saison. Il va en toucher 8,1 l'an prochain, 7,4 dans 2 ans. Donc, c'est déjà quelque chose de plutôt intéressant. Euh, on a parlé donc de Torrey Craig aussi, qui a 2 millions et quelques, et ça rendrait les salaires plutôt équilibrés. Ça discuterait aussi de la possibilité d'un pick swap futur. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas récupérer un first pick des Nuggets parce qu'ils les ont, les prochains sont déjà bazardés à droite à gauche, à Orlando, etc. Donc, ils n'en ont pas un dans le futur immédiat. Il n'y a pas un first pick 2026 ou 27 qui peuvent inclure dans le trade. Et de toute façon, ça déséquilibrerait les salaires engagés parce qu'un first pick, bah, ça reste un salaire, à prendre en compte. Perso, j'aime bien la rumeur et je trouve que c'est une bonne porte de sortie à Zach LaVine. Parce que les Nuggets ont besoin d'un joueur comme lui pour booster leur attaque, parce que tu regardes leur saison, elle dépend beaucoup trop des perfs de Jokic. Jamal Murray, c'est une grosse difficulté quand même depuis le début de saison. Le banc n'apporte pas grand-chose, ou en tout cas pas assez à leur goût pour qu'ils soient suffisamment compétitifs pour aller chercher un nouveau titre, pendant que Jokic est encore dans ses meilleures années, il est encore en tête pour aller chercher un 4e MVP en 5 ans. Donc ils veulent maximiser ces années-là et récupérer Zach LaVine, ça va leur faire beaucoup de bien parce que ils ont quand même besoin de shoot à 3 points. Ils sont 26e à l'adresse à 3 points, les Nuggets. Récupérer un mec comme Zach LaVine en catch and shoot, ou enfin, toutes sortes de shoot à 3 points où il est capable de bombarder, et avec Jokic pour le mettre dans les meilleures conditions, ça peut être très 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 bénéfique pour eux en fait. Et puis de notre côté, nous on récupère un mec de grande taille. C'est quand même pas beaucoup, on a quand même pas beaucoup dans le roster. Un mec qui peut jouer 3 voire 4, mais qui est quand même plus un 3, qui peut shooter à 3 points aussi, qui est capable d'apporter de bonnes choses offensivement. Par contre, défensivement, c'est quand même pas terrible. Et puis c'est quand même un joueur qui se blesse beaucoup. Donc c'est quand même des red flags, comme on dit, hein, des drapeaux rouges, des alertes. Mais tu récupères quand même un joueur, voilà, qui a de l'expérience, qui a quand même une bague NBA, qui est capable d'apporter de bonnes choses. Et puis de toute façon, tu récupères lui et Nagy qui ne donnent pas satisfaction du côté des Nuggets apparemment, mais comme tu cherches à t'affaiblir, tu perds Zach LaVine, tu récupères des joueurs susceptibles de se blesser ou qui, voilà, sont pas forcément des types qui vont faire grandir l'équipe, faire progresser l'équipe de ouf, même si j'aime bien le profil de Carter quand même, faut le dire. Euh, Sachant que là, tu veux essayer de garder ton pic de draft et pourquoi pas l'améliorer en faisant en sorte que tu sois plus vers des pics 5-6 que des pics 9-10, pourquoi pas? Pourquoi pas? Affaiblir le roster, de toute façon, en tradant Zach LaVine, tu vas affaiblir le roster. Tu te prives quand même d'un joueur, bah, c'est ton meilleur scoreur. C'est un mec qui t'apporte énormément de choses à 3 points, qui a montré de bonnes choses en termes de, de, de création, qui a donné des bonnes passes. On l'a vu, voilà, Parochinier a donné des bonnes passes quand il y a certains soirs où ça va pas trop au niveau adresse. Il va pas forcer et prendre 25 tirs, hein. Là, le match contre Charlotte, il a pris 11 tirs. Il y avait un autre match précédemment où il n'avait pas pris beaucoup de tirs. Il avait fini avec 11 passes décisives. Donc, voilà, Carter, c'est un peu moins ça. Ce sera peut-être, puis il faudra le temps que tout le monde s'acclimate aussi. Donc, ça peut te faire perdre quelques matchs par-ci par-là. Après, le secteur intérieur, tu peux avoir Porter en 3, Patrick Williams en 4 parce qu'ils vont le laisser titulaire. Sauf si tu finis par le trader à un moment donné. Et puis après, bah, tu as Bouzelis, tu as Phillips qui pousse au cul. Donc, je suis pas contre. Je suis pas contre. Parce que là, on est en 12 victoires, 15 défaites. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, ce serait que justement, en étant en 12-15 et pas trop loin des places intéressantes plus haut, Arturas Karnišovas se disent, mais moi, je sais pas, tu vois, je préférais qu'on essaye d'aller voir, ou que quelqu'un au-dessus de lui, hein, un certain Jerry qui habite même pas à Chicago, qui s'en bat les couilles, dise, comme l'an dernier d'ailleurs, non, non, on va essayer d'aller chercher une place en play-in, en playoff, parce que ça rend des places, ça rend des maillots, etc. Ce serait une vision tellement court-termiste, tu vois, juste voilà, pour la saison. Mais bon, alors qu'on doit partir sur une reconstruction, on le sait, il faut qu'on le fasse. Mais on a vu déjà l'an dernier.
on était censé trader Caruso, Drummond, on avait des offres, des first round picks pour de nombreux second round picks pour Drummond aussi. Et puis au final, on a dit non, on va essayer d'aller au play-in et puis en play-off. Et puis après, bon, du coup, on les a bazardés contre moins que ce qu'on aurait pu avoir 3 mois plus tôt. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les Bulls, c'est leur manière de faire qui est dégueulasse, mais c'est comme ça. Elle n'est pas dans l'air du temps du tout. On devrait tellement faire d'autres choses, mais on les fait pas. Donc on va pas revenir sur la manière dont les Bulls sont gérés, parce que là on est encore parti sur 45 minutes de vidéo et on va pas faire ça. Donc on va voir. C'est une rumeur que je trouve intéressante, où il y a matière à approfondir et à se dire pourquoi pas. Parce que ça nous lancerait sur ce qu'idéalement on devrait mettre en place. Donc on va voir. On va voir. Ça va pas se faire en 5 minutes, il va y avoir voilà, les négociations, ça prend du temps. Idéalement, ce serait intéressant que Denver perde les 2-3 prochains matchs. Bon là, leur prochain match c'est contre Portland, donc il y a assez peu de chance. Mais s'ils perdent 2-3 matchs de suite et que tu vois, ça renforce le fait que bon, il faut vraiment qu'ils prennent quelqu'un maintenant et qu'ils se disent bon bah allez, hein, AK, file-nous Zach, on t'envoie, voilà, et puis on se met d'accord quoi. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Mais bon, bref, on va bien voir comment ça va se dérouler. Déjà, nous, on doit se concentrer sur ce déplacement à Boston jeudi soir. Avec ou sans Josh Giddey, je pense qu'il sera pas là. Au moins sur ce match-là, il va le louper. Puis après, on aura sûrement des updates, voir un peu comment ça va se passer. Avec ou sans Dalen Terry, ce serait bien qu'il revienne aussi. Avec ou sans Zach LaVine, vu qu'il a loupé le dernier match avec son souci au dos, on va voir comment ça va se dérouler pour lui. Et puis bah, de toute façon, Boston, bon, bah, il y a quand même assez peu de chances qu'on reparte de là-bas avec une victoire. Si c'est comme la dernière fois qu'on les a affrontés, quand c'était en NBA Cup, c'était un match serré jusqu'à pratiquement les 3-4 dernières minutes, et que derrière, bon, bah, tu le perds d'une dizaine de points, bon, bah, on prend, tu vois un bon match, tu vois de bonnes choses, tu as tes joueurs qui font des bons trucs, à la fin tu le perds, ouais, tant pis, c'est pas bien grave. Mais bon, on va voir comment ça va se dérouler, on va voir. Donc Boston, jeudi soir, live tweet, on sera là. Boston samedi soir, cette fois-ci à Chicago. Donc on se retrouvera certainement après ces deux matchs-là pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ou peut-être après le premier, j'en sais rien. Si d'ici là, on en sait plus sur Josh Giddey, si on en sait plus sur un éventuel trade de Zach LaVine, on sera là pour en parler. Donc il y aura les articles aussi, il y aura Twitter, tout ça. Donc bref, d'ici la prochaine vidéo où ça va beaucoup parler de Boston et de Josh Giddey, je pense, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, Bulls.